Après le Kenya, Barack Obama s'est rendu en Éthiopie, toujours dans le cadre de sa tournée est-africaine. La sécurité et le terrorisme ne manquent pas dans les débats. Et puis, le Togo jouera l'Ouganda en novembre prochain pour le compte des tours préliminaires de la Coupe du Monde de football Russie 2018. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. D'abord, l'actualité en page nationale pour démarrer cette édition, prendre conscience du fonctionnement de son appareil génital chez la femme, c'est le bien fondé d'une consultation gynécologique, mais peu sont ces femmes qui s'intéressent beaucoup plus à cet exercice par manque d'informations pour certaines ou de négligence pour d'autres. Pourquoi donc consulter un gynécologue? Élément de réponse dans ce reportage signé Arif Aruna, Dieudonné Sionou et Paul Abouti. Aller consulter un spécialiste en gynécologie pour des questions de santé intime est pour la plupart des patients, surtout les femmes des pays moins développés, un sujet de second plan. Celles qui choisissent généralement le faire ne représentent pas grand-chose en matière de pourcentage. Même à la ville, les femmes ne sont pas au courant. Pas vraiment. Alors, aller voir en campagne, c'est encore pire. Donc, les statistiques nous donneraient peut-être 20% de femmes qui savent que quand elles ont quelque chose qui ne va pas, il faut aller consulter. Mais peut-être qu'elles ont d'autres recours au niveau médicinal, tradithérapie et autres. Et là aussi, il faut la probité de tous ces intervenants. Les femmes sont crédules et on leur fait avaler tout et n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on informe les femmes sur le fonctionnement de leur appareil génital, comment ça marche. Et si ça ne marche pas, quels sont les signes qui permettent de repérer la chose pour aller vers les médecins patentés qui ont appris longtemps? Pour madame, par exemple, voir une ou un gynécologue ne relève pas d'une préoccupation. On nous a conseillé d'aller voir le gynécologue, mais je ne suis pas encore allée. Parce que c'est difficile pour moi. Quand on parle de gynécologue, peut-être, donc pour nous, c'est quand on ne se sent pas trop très bien qu'on y va. Donc, si je vais bien, pourquoi y aller? Néanmoins, il y en a qui en savent l'importance. Parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qu'on ne peut pas voir. Il faudrait faire des analyses. Souvent, nous sommes malades, mais on ne sait pas. Donc, pour éviter d'avoir des surprises, on peut quand même faire des analyses pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la femme. Il faut au moins visiter, aller voir un gynécologue. Il faut au moins 2 fois par an, c'est-à-dire 1 fois par semestre, pour une femme d'aller voir un médecin gynécologue. Plus banal que cela peut paraître, la consultation gynécologique s'avère très importante. Donc, c'est vrai que c'est un concept qui pourrait sembler intellectuel parce que, à la limite, on se dit le fonctionnement est normal, à 90%, on tombe enceinte, on accouche, et puis Dieu merci vraiment parce que Dieu a bien fait les choses. Toutefois, on remarque une recrudescence des infections à cause de toutes les MST, enfin, le monde s'est lâché un petit peu. Donc, ce n'est pas étonnant que maintenant nous ayons plus d'infections, plus de stérilité également, et que les femmes aient besoin maintenant de consulter plus souvent. La question touche un peu plus l'intimité de l'individu ou la patiente. Du coup, le problème de tendance ou de préférence se pose. Qui consulter? Une femme ou un homme? Bon, c'est un choix personnel. J'aime mieux les hommes quand même pour que les hommes puissent me scruter, je préfère l'homme à la femme. Par contre, d'autres se sentent plus à l'aise avec une femme gynéco. J'ai toujours préféré être avec les femmes. Parce qu'une fois, je suis allée faire une échographie et il y avait un homme là-bas pour me faire l'échographie pelvienne. C'était désagréable pour moi parce que c'est un homme et puis se mettre à nu devant un homme qu'on ne connaît pas, pour moi, c'est pas évident. Donc ça a été un peu compliqué pour que je puisse le faire. Et depuis, je préfère les femmes qui sont femmes comme moi. Pour madame, le problème ne devrait pas se poser. L'essentiel, c'est de consulter et se faire traiter, peu importe le sexe de celui qui le fait.
L'essentiel, c'est que tu vois un médecin qui puisse te consulter et que tu aies eu un bon résultat en fin de compte. Donc c'est ça. Je dirais non, pas de préférence parce que la gynécologie, le médecin homme comme le médecin femme peut te voir. Au-delà de l'importance du sujet, des signes symptomatiques doivent interpeller. Si vous avez des pertes vaginales qui sont anormales, entendez, mal colorées, jaunâtre, verdâtre, de texture caillée, gluante, que vous ayez des pertes vaginales qui sentent mauvais de façon récurrente, il faut consulter. Il faut consulter lorsque, en dehors de toute exposition à la grossesse, par exemple, vous saignez, en dehors des règles. Si vous êtes enceinte que vous saignez, il faut consulter. Si vous avez des sensations de pesanteur dans le ventre, ou que vous soyez à moto, que ça fait des sensations de grelot, comme si ça bouge dans votre ventre, il faut consulter parce que si vous avez des kystes qui soient d'une certaine grosseur, vous pouvez avoir ces sensations dans le bas-ventre. Donc, il y a un certain nombre de signes qui sont incommodants, mais dont les femmes s'accommodent facilement en se disant « ça va passer ». Je crois qu'il est temps de leur dire qu'il faut consulter. Les hommes aussi sont-ils concernés par cette question de gynécologie? Apparemment oui. Si, justement, lorsque lui-même ressent des signes d'irritation dans le pénis, d'irritation au moment d'uriner par exemple, il y a des douleurs testiculaires, il y a des mycoses, il y a des signes cutanés, des petites excroissances, n'importe quoi, soit vous consultez le dermato-vénérologue, soit vous consultez le gynécologue qui va vous apporter tous les éléments de connaissances qu'il faut pour traiter la maladie. Visiblement, la complexité qui entoure ce sujet est généralement liée à une crise d'information, mais aussi à la nature de l'organe du corps humain qui est au centre du débat. Et voilà, donc c'était un grand dossier signé Dieudonné Siwonou. L'actualité hors du Togo, à présent sur le continent africain, à quand la signature définitive de l'accord de paix au Mali? Une grande interrogation qui a toujours du mal à trouver une réponse concrète. Retenez tout de même que les négociations ont repris entre les différentes parties prenantes. Des commissions pourraient être mises en place. Reprise des consultations au Mali. Depuis ce lundi 27 juillet, les différents groupes armés, représentants du gouvernement malien et autres acteurs politiques se réunissent pour finaliser la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. En première ligne, il y a la formation et l'installation des commissions des différents groupes, mais l'intégration dans le comité de suivi des groupes qui ont pris part aux négociations au sein de la coordination des mouvements de la ZAWAD, mais qui en ont été écartés après avoir décidé seuls de signer les accords d'Alger le 15 mai, en dehors de la CMA, constitue toujours un blocage. Des négociations en coulisses, des tractations ont continué justement pour ramener les récalcitrants justement à revenir sous des bons sentiments. La reprise aujourd'hui, justement, de ces négociations pour intégrer et inclure tout le monde vont dans ces sens-là. Maintenant, est-ce que ça va faire cesser les résistances et ceux qui se sont considérés de la ZAWAD, qui se sont considérés un peu en marge de ces accords? Je n'en suis pas si sûr. Parce qu'il manque un élément, la question de la confiance. Confiance déjà dans ces accords, confiance entre ces partenaires maliens pour se dire effectivement qu'est-ce qui est le plus important, l'intérêt de l'unité du Mali ou l'intérêt des partis, c'est-à-dire de ceux du Nord qui voudraient avoir plus d'autonomie. Ça mettra du temps pour se mettre en place. Le peuple malien a le regard tourné vers ces consultations. Les sages comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ali Noum Diallo, appellent tous les acteurs à prendre au sérieux l'avenir du pays afin de redonner espoir au peuple malien. La paix ne peut être obtenue que si vraiment tous ceux qui sont partie prenante à l'obtention de la paix veulent vraiment la paix, veulent vraiment l'intégrité territoire national malien, veulent vraiment qu'il y ait un développement équilibré de ce pays. On a la paix que lorsqu'il y a vraiment des gens décidés à faire la paix.
Et s'il y a des difficultés, c'est que probablement les intérêts des uns et des autres n'arrivent pas à être conciliés. Les accords de paix et de réconciliation devraient aboutir à la reconstruction du pays, mais aussi à la formation d'une nouvelle armée nationale composée par des soldats gouvernementaux et anciens groupes armés. Un sommet sous-régional organisé en Mauritanie et plus précisément à Nouakchott pour une mobilisation en faveur de la Grande Muraille Verte. Au cours de ce sommet, plusieurs sujets seront débattus, tout comme le sujet relatif à l'avancée du désert. La troisième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'ouvre ce lundi à Nouakchott, en Mauritanie. D'importantes questions liées à la gestion de l'agence, notamment les ressources financières et les questions juridiques, seront évoquées. À mi-parcours, les parties prenantes tirent un bilan satisfaisant des actions menées jusque-là. Quand on regarde aujourd'hui les superficies qui sont plantées, nous avons y à faire une évaluation au niveau des différents blocs. Le taux de réussite varie entre pratiquement 50 à 65% ou bien 63%. Et je pense que c'est un taux qui est important pour nous en matière de plantation. Quand le taux est atteint ce niveau-là, on peut dire que vraiment c'est une réussite. La zone de la Grande Muraille Verte enregistre une perte annuelle du couvert végétal atteignant 1 800 000 hectares et une réduction considérable des terres arables. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on note une dégradation avancée de la fertilité du sol à cause de la sécheresse. C'est pourquoi les États comme la Mauritanie développent des stratégies afin de s'adapter et limiter les dégâts. Il y a à peu près 750 000 plants qui sont déjà produits au niveau de la période de Toussaint et qui vont être plantés au niveau de la centre verte et au niveau du milieu urbain. Donc cette action est en cours. Il y a d'autres actions qui ont été menées au niveau du littoral pour protéger la ville de Nouakchott contre les incursions marines. Actuellement, des travaux sont en cours. Il s'agit de renforcer les 8 brèches qui sont situées entre le port de Nouakchott et le nouveau marché de poissons. Créée en 2010, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. Le sommet de Nouakchott va permettre la création de pôles économiques ruraux le long du tracé de la Grande Muraille Verte. Je l'annonçais dans le titre, le président américain Barack Obama s'est rendu en Éthiopie après sa visite au Kenya. La question sur le terrorisme toujours au centre des discussions et des échanges, surtout après le récent attentat perpétré par les islamistes du groupe Al-Shabaab contre un hôtel en Somalie, tuant 13 personnes. Si on est loin de l'Obamania de Nairobi, la visite de Barack Obama à Addis Abeba n'en est pas moins inédite et attendue. Pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, avec une croissance annuelle de 10% sur les 5 dernières années, l'économie éthiopienne est aussi une des plus dynamiques du continent. Cette première visite d'un président américain en exercice a donc pour objectif de renforcer les liens économiques entre les deux pays, alors que la Chine se taille la part du lion. Le Premier ministre éthiopien a d'ailleurs annoncé la signature d'importants contrats. Mais au lendemain d'un nouvel attentat meurtrier en Somalie, c'est la question de la sécurité qui est au centre des discussions. La mission de l'ONU en Somalie a réduit les zones contrôlées par les Shebab, mais l'attentat d'hier à Mogadiscio nous rappelle que les terroristes comme les Shebab n'ont à offrir que destruction et terreur, et nous devons les arrêter. L'Éthiopie joue un rôle central dans la lutte contre les islamistes somaliens au sein de l'AMISOM, une force africaine, et est un partenaire clé des États-Unis en matière de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Les États-Unis qui attaquent d'ailleurs eux-mêmes les terroristes via des drones. Après le cas de la Somalie, c'est celui du Soudan du Sud, ravagé par plus d'1 an de guerre civile, qui doit être évoqué ce lundi après-midi lors d'un mini-sommet. Si le président américain a affirmé que l'Éthiopie doit faire plus en matière de droits de l'homme, la guerre contre le terrorisme reste la priorité. Non à la concurrence déloyale des pays voisins, c'est la position des agriculteurs français, mécontents depuis plusieurs jours. Déjà, ils sont loin de mettre un terme à leur mouvement. Ces dernières heures, ils ont dû refouler des camions chargés de produits agroalimentaires en provenance de la frontière avec l'Allemagne. En France, les agriculteurs poursuivent leur mouvement. Ici en Alsace, à la frontière allemande, les camions chargés de produits agroalimentaires étrangers sont systématiquement refoulés.
produits allemands, emballage français, aucune étiquette d'origine. Aucune. C'est pas normal. Plus scandaleux que ça, on ne peut pas trouver. Aujourd'hui, le consommateur, quand il va acheter du persil, il pense acheter un produit local de Bretagne et il se retrouve avec des produits on ne sait même pas d'où. D'autres actions étaient prévues dans l'ouest de la France, notamment autour du siège du groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers à Laval. À la frontière espagnole, même opération la nuit dernière contre les camions étrangers. Si le gouvernement a promis des aides substantielles en fin de semaine dernière, les agriculteurs dénoncent la concurrence de l'Espagne. Les règles ne sont pas les mêmes entre nos deux pays, même avec d'autres pays voisins, ce qui fait qu'ils arrivent à avoir des coûts de production qui sont encore plus inférieurs aux nôtres, donc liés aux normes, liés aux charges. Le président Hollande a promis de maintenir la pression pour que des prix décents soient garantis aux agriculteurs avant un conseil des ministres européens de l'agriculture le 7 septembre où l'on débattra à Bruxelles des demandes françaises. La Turquie ne veut pas rester les bras croisés après les récents attentats dans l'est du pays. Il y a une semaine, le groupe État islamique était porté responsable de l'attentat qui a fait une trentaine de victimes et une centaine de blessés. La riposte ne s'est pas faite attendre. De nouvelles frappes contre des bases de l'EI et les bases des rebelles kurdes du PKK. Bombardement en série ce lundi matin. La Turquie frappe un village du nord de la Syrie. Il n'est pas aux mains de l'État islamique, mais du Parti des travailleurs du Kurdistan. Hier soir, des chasseurs bombardiers F-16 redécollés pour des frappes contre les bases arrières du PKK sur les monts Kandil dans le nord de l'Irak. Une riposte après l'assassinat de plusieurs policiers turcs revendiqués par les rebelles du PKK. Obligés d'attaquer frontalement Daesh après l'attentat attribué au groupe terroriste qui a fait 32 morts à Sourouch lundi dernier, Ankara fait donc coup double en frappant des positions de l'EI en Syrie, mais également des bases arrières du PKK. Le nord de l'Irak sert de base à l'organisation terroriste du PKK et nous utilisons notre droit de frapper cette cible. Le processus de paix engagé il y a 3 ans pour mettre fin à un conflit qui a fait près de 40 000 morts depuis 1984 est désormais menacé. Une lutte contre le terrorisme qui permet surtout au président Erdogan d'avoir les coups des franches contre son véritable ennemi politique, les Kurdes du PKK. Après avoir perdu le 7 juin la majorité absolue qu'il détenait depuis 13 ans au Parlement, le gouvernement pourrait bien s'engager sur 2 fronts de reconquête en jouant la carte de la sécurité en vue d'éventuelles élections législatives anticipées. La lutte contre le PKK flatte la frange nationaliste de la population et répond à l'attente populaire contre Daesh. En parallèle à l'action militaire turque, plus de 800 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles des militants présumés du PKK, de l'EI et de l'extrême gauche. Des feux de forêt ont semé la panique dans les cœurs à la frontière entre la France et l'Espagne. Environ 1000 hectares de végétation partis en fumée et 400 personnes évacuées depuis le début du phénomène hier dimanche. Un violent feu de forêt qui s'est déclaré dimanche en début d'après-midi continue de faire des ravages en Espagne, dans la région d'Odena, tout près de Barcelone. 1000 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. 400 personnes ont été évacuées, notamment dans des gymnases. Les premiers hélicoptères ont décollé 5 heures après le sinistre pour tenter de maîtriser l'incendie. Pour ne rien arranger, les pompiers espagnols ont entamé ce lundi une grève à durée indéterminée pour protester contre leur salaire et leurs conditions de travail. En France, c'est en Gironde qu'un incendie suscite l'inquiétude près de Pessac et Saint-Jean-d'Ilac. 4 Canadair sont mobilisés en appui aux 600 pompiers qui se relaient sur le terrain. Plus de 500 hectares de pinèdes principalement ont été détruits. La situation évolue toutefois favorablement, estiment les brigades de pompiers, aidées par la pluie tombée la nuit dernière. Les causes de l'incendie restent inconnues, la piste criminelle n'est pas écartée. La suite de cette édition dans un autre registre, à présent direction la Grèce où se trouvent également les créanciers européens. Le but, entamer les démarches incluses dans l'accord du plan d'aide financière, une présence qui semble gêner les Grecs. Après quelques jours d'incertitude et de flou dans l'organisation, les créanciers de la Grèce arrivent à Athènes. Et si en plein été la capitale est plutôt calme, il ne faut pas se fier aux apparences. Pour une partie de la population, les représentants du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne ne sont pas forcément les bienvenus. Ça ne me fait pas plaisir du tout.
Car la Grèce est par nature un pays démocratique. Et voir des gens venir chez vous pour vérifier ce que vous faites, ça ne me plaît pas. C'est clairement un retour en arrière. On revient à la situation que nous avons connue il y a 6 mois. Des créanciers particulièrement impopulaires, notamment car ils veulent mettre leur nez dans les comptes. Leurs représentants veulent aller contrôler les chiffres fournis par la Grèce directement dans les ministères, ce que refuse pour l'instant le gouvernement. Et puis comme à leur habitude, ces créanciers sont à nouveau venus parler d'austérité. Les négociations des prochains jours vont notamment porter sur le calendrier de mise en œuvre de nouvelles mesures drastiques en échange d'un très gros coup de pouce. Un nouveau prêt de plus de 80 milliards d'euros, ajusté en fonction des besoins et échelonné en plusieurs versements. La Grèce espère un accord d'ici moins d'un mois, car Athènes veut payer ses dettes. Les approches. D'ici le 20 août, il faut rembourser plus de 3 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne, puis 1,5 milliard au FMI en septembre. Ces nouvelles discussions seront aussi consacrées à la dette grecque. Plus de 320 milliards d'euros, 180% du produit intérieur brut de la Grèce. Athènes souhaite une renégociation de cette dette, le FMI aussi, mais ils feront face à de nombreux pays européens, dont l'Allemagne, qui ne veut toujours pas en entendre parler. Au Yémen, la trêve proposée par la coalition arabe n'arrivera pas à terme. Et pour cause, les rebelles houthis ont repris les armes en frappant à nouveau une localité près de Taïs. Au Yémen, la coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite a appelé à une trêve humanitaire de 5 jours qui a débuté ce lundi à 0h, heure locale. Une trêve d'ores et déjà brisée par les rebelles houthis qui ont bombardé dans la nuit une localité proche de Taïs, la capitale de la province du même nom. Les houthis ont rejeté ce cessez-le-feu qui intervient après un raid particulièrement meurtrier de la coalition sur la ville de Mocha dans la même province. Au moins 80 personnes ont péri dans ce bombardement, dont de nombreux civils. Par ailleurs, des affrontements se poursuivent autour d'Aden, la grande ville du sud, reconquise ces derniers jours par les forces loyalistes. Cette trêve saluée par l'ONU doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à une population très affectée par des pénuries diverses. Un bateau saoudien chargé de 4000 tonnes de produits alimentaires a accosté dimanche à Aden. L'Arabie Saoudite avait déjà fait parvenir vendredi par avion plusieurs tonnes de médicaments. La page sportive de cette édition avant sa fin, c'est fini pour le Tour cycliste de France, l'édition de 2015 avec le sacre de Christopher Froome, son deuxième succès au classement général. Le Britannique devance le Colombien Nairo Quintana et l'Espagnol Alejandro Valverde. 3 semaines de course, les étapes ont été longues, minées parfois par quelques difficultés. Revivez en quelques minutes le film de cette édition. À cet instant, la douleur est masquée par la clameur, celle de la foule qui accompagne chaque coup de pédale des coureurs. Vous voici au cœur de la course, au cœur des lacets uniques de l'Alpe d'Huez, point culminant de 3360 km de labeur, 3 semaines de ferveur. De son premier rôle au dernier de ses figurants, le Tour a une nouvelle fois livré un épisode plein de rebondissements. La grande boucle est plus que jamais le film à succès du mois de juillet. C'est l'image choc de ce Tour de France. Oh, une grosse chute ici à droite de la route avec un poteau. Énorme chute qui a mis beaucoup de coureurs à terre. Une chute à près de 70 km/h qui emporte une vingtaine de coureurs. Ce jour-là, le Tour s'est arrêté pour attendre ses blessés. En cette première semaine, le peloton est sur les nerfs. Les chutes se multiplient. 2 porteurs du maillot jaune sont contraints à l'abandon. En tout cette année, 38 des 198 coureurs au départ n'ont pas vu les Champs-Élysées. Bien souvent, le Tour se gagne en montagne. Un homme va la survoler. Attaque du maillot jaune en personne, Christopher Froome qui est en train de matraquer le Tour de France. Avec cette accélération dont lui seul a le secret, Christopher Froome emballe le 14 juillet. Le Britannique s'impose à la Pierre-Saint-Martin, conforte son maillot jaune et en fait voir de toutes les couleurs aux autres coureurs.
c'est le jour où le tour s'est joué. Froome est le plus fort, trop fort pour être vrai. La question est posée. Le maillot jaune roule parfois sous les colibés et les gestes déplacés. Mais face à la suspicion, Froome tient le guidon. Nous sommes le coureur de 2015, nous sommes le coureur propre. Parfois, rien ne se déroule comme prévu. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'énerver. Thibaut Pinot, 3e du Tour l'an dernier, rêvait d'un nouveau podium. Longtemps, il fut rattrapé par la dure réalité. La malchance puis la délivrance. Somptueuse performance que sa victoire au sommet de l'Alpe d'Huez. De son propre aveu, la plus belle. 2 jours auparavant, l'autre grand espoir du cyclisme français, Romain Bardet, s'impose à Saint-Jean-de-Maurienne. Avec Alexis Vuillermoz à Mur de Bretagne, 3 Français ont levé les bras cette année. Hello France. Ainsi s'achève le film de cette année. Sans oublier les stars des bas-côtés. Ces millions de passionnés qui, des Pays-Bas aux Champs-Élysées, ont encore contribué à faire de la grande boucle le plus grand théâtre sportif du monde entier. Et nous changeons de discipline pour parler football, cette fois-ci avec une note de transfert. Le gardien de but argentin de la Sampdoria, Sergio Romero, s'est engagé pour une durée de 3 ans plus une année en option avec les Red Devils de Manchester United. Romero qui devrait jouer le rôle de doublure du portier David De Gea. Manchester United continue sa campagne de recrutement. Le club anglais a annoncé l'arrivée du gardien Sergio Romero. L'international argentin de 28 ans a signé pour 3 ans avec les Red Devils, avec une année supplémentaire en option. Il doit initialement servir de doublure à David De Gea, mais un transfert de ce dernier n'est pas à exclure, ce qui pourrait pousser Romero sur le devant de la scène. Le gardien connaît bien l'entraîneur Luis van Gaal, qui avait lancé sa carrière européenne en 2007 à l'Asie Alkmaar. Football toujours, mais retour au Togo. Le tirage au sort de la Coupe du Monde de football Russie 2018 a été effectué le samedi dernier. Exempt du premier tour, le Togo va affronter au second tour des tours préliminaires l'Ouganda les 9 et 17 novembre prochains. Une victoire du Togo dans cette double confrontation lui permettra d'intégrer la phase de poule. Plus de précision avec Godwin Apedo. Le Togo affronte les 9 et 17 novembre prochains en match aller-retour l'Ouganda pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Cette décision fait suite au tirage au sort effectué par la FIFA le 25 juillet dernier à Saint-Pétersbourg en Russie. Exemple du premier tour, le Togo devrait, à moins d'une surprise, passer le cap de l'Ouganda. Et pour cause, les éperviers du Togo avaient pris le meilleur sur les crânes de l'Ouganda en match aller-retour lors des éliminatoires de la CAN 2015 par une double victoire sur un score identique de 1-0. Mais d'ici là, il y a lieu de dire que les éperviers du Togo disposent suffisamment de temps pour les préparatifs, notamment le match en septembre prochain à Djibouti contre cette équipe, une rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. À ce match devraient aussi s'ajouter d'autres matchs amicaux que les éperviers pourront livrer les 5 et 13 octobre, des dates du premier tour des préliminaires de la Coupe du Monde. Au total, 53 pays étaient en liste dans la zone Afrique pour le tirage de la Coupe du Monde après la suspension du Zimbabwe. 26 pays les moins lotis dans le classement FIFA vont jouer le premier tour en aller-retour les 5 et 13 octobre prochains. Les 13 nations victorieuses vont se joindre aux 27 pays exempts du premier tour pour s'affronter au second tour les 9 et 17 novembre. Au final, les 20 nations qui sortiront de ce second tour vont se retrouver après tirage au sort dans 5 groupes de 4 équipes pour un mini-championnat à l'issue duquel les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour le mondial russe.
Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.